Kevin Hartman n'aurait jamais imaginé que sa vie parfaite s'effondrerait un mardi après-midi ordinaire entre une assiette de tacos et une conversation avec son meilleur ami. C'est pourtant exactement ce qui s'est produit, et d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. Kevin avait 36 ans et travaillait comme ingénieur civil à Austin, au Texas, une ville qui avait grandi au même rythme que sa propre carrière ces dernières années. Il était méticuleux, organisé, le genre de personne qui avait toujours un plan de secours. Sa femme, Amanda, 33 ans, était analyste marketing dans l'une des grandes entreprises technologiques qui avait transformé Austin en un pôle d'innovation. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence professionnelle 5 ans plus tôt, s'étaient mariés après une année de romance intense et avaient bâti ce que tout observateur extérieur considérerait comme une vie enviable. Une maison dans un quartier calme, 2 voitures dans le garage, des voyages annuels vers des destinations exotiques et maintenant, la cerise sur le gâteau, Liam, leur fils de 6 mois, le plus beau bébé que Kevin ait jamais vu. Les premiers mois après la naissance de Liam furent, comme prévu, un tourbillon de couches, de biberons à 3 heures du matin, de crises de larmes inexplicables et d'un épuisement que Kevin n'avait jamais connu. Mais il en aimait chaque seconde. Il adorait rentrer à la maison après une longue journée à examiner des plans de ponts et de bâtiments pour trouver son fils souriant dans sa poussette. Il aimait donner le bain à Liam, changer ses minuscules tenues, sentir le petit poids de son corps s'endormir contre sa poitrine. Amanda avait pris un congé de maternité de 6 mois et Kevin pensait qu'elle s'adaptait bien, ou du moins, c'est ce qu'il voulait croire. La vérité était que, ces dernières semaines, Amanda semblait différente, plus distante. Elle était constamment rivée à son téléphone, souriant à l'écran d'une manière que Kevin ne l'avait pas vue lui sourire depuis des mois. Quand il lui demandait ce qui était si drôle, elle donnait des réponses vagues. Oh, juste les filles du bureau qui partagent des bêtises dans notre groupe de discussion. Kevin voulait la croire. Il avait besoin de la croire. Après tout, Amanda était sur le point de retourner au bureau après 6 mois à la maison. Il était logique qu'elle veuille renouer avec ses collègues, n'est-ce pas? Il s'efforçait d'être le mari compréhensif, le partenaire qui n'étouffe pas, qui fait confiance. C'est cette confiance qui a commencé à s'effriter ce mardi de mars, alors que Kevin déjeunait avec Greg Mitchell, son meilleur ami depuis l'université. Ils se retrouvaient 1 ou 2 fois par mois dans un restaurant mexicain à mi-chemin de leur bureau. Greg était architecte, extraverti et direct, l'opposé de Kevin à bien des égards, mais leur amitié était parfaite. Ce jour-là, cependant, Greg se comportait étrangement. Il tripotait sa serviette, évitait le regard de Kevin et poussait sa nourriture dans son assiette sans manger. « Mec, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme, » plaisanta Kevin, bien qu'une pointe d'inquiétude perçait dans sa voix. Greg soupira profondément, posa sa fourchette et regarda Kevin droit dans les yeux. « Kevin, je dois te dire quelque chose, et ça ne va pas te plaire. » L'estomac de Kevin se noua instantanément. Quelque chose dans le ton de Greg, dans le sérieux de son expression, déclencha toutes les alarmes dans sa tête. « Que s'est-il passé? » demanda Kevin, sentant déjà son cœur s'emballer. Greg sortit son téléphone de sa poche, le déverrouilla et, après une hésitation qui parut une éternité, tourna l'écran vers Kevin. La photo était d'une netteté cristalline. Amanda, sa femme, assise à la table d'un restaurant chic,
que Kevin reconnut comme l'un des plus chers de la ville. Elle souriait, penchée en avant, et à côté d'elle, si près que leurs épaules se touchaient, se trouvait un homme que Kevin n'avait jamais vu. Il avait l'air d'un cadre, avec une coupe de cheveux soignée et une chemise impeccable. Mais ce qui fit bouillir le sang de Kevin, ce n'était pas la proximité physique, c'était la main. La main de cet homme reposait sur celle d'Amanda, sur la table, dans un geste intime, familier, qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Amanda ne se retirait pas. Elle souriait. « Où as-tu eu ça? » demanda Kevin, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Greg prit une profonde inspiration. « Ma cousine Carla travaille comme hôtesse dans ce restaurant. Elle m'a envoyé cette photo hier soir. Kevin, elle a dit qu'elle a vu Amanda là-bas avec ce type plusieurs fois ces dernières semaines. Toujours à l'heure du déjeuner, toujours à la même table d'angle, toujours comme ça. » Greg fit un geste vague, comme si les mots lui manquaient, mais Kevin comprit parfaitement. Il prit le téléphone de Greg, zooma sur la photo et mémorisa chaque détail. L'horodatage dans le coin. 2 jours plus tôt, jeudi, 13h20. Il se souvenait très bien de ce jour. Amanda avait dit qu'elle retrouvait d'anciennes collègues pour prendre des nouvelles avant son retour officiel au bureau. Kevin était resté à la maison en télétravail, s'occupant de Liam, chauffant les biberons, changeant les couches. Pendant ce temps, Amanda était là, avec lui. « Qui est ce type? » demanda Kevin en rendant le téléphone. Greg secoua la tête. Carla ne connaît pas son nom, mais elle a dit qu'il paye toujours avec une carte d'entreprise. On dirait qu'il est de la boîte d'Amanda. Une vague de nausée submergea Kevin. Il attrapa son portefeuille, jeta assez d'argent sur la table pour couvrir leurs 2 repas et se leva. « Désolé, Greg, je dois y aller. » Greg lui attrapa le bras. « Kevin, réfléchis avant de faire quoi que ce soit. Peut-être que ce n'est pas. » Mais Kevin était déjà en train de sortir, l'esprit en ébullition, son cœur battant si fort qu'il le sentait dans ses tempes. Il était 14h quand Kevin arriva à la maison. Il avait annulé toutes ses réunions de l'après-midi, envoyant un email vague au sujet d'une urgence familiale. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Sa vie de famille était, à cet instant précis, en train de s'effondrer. Il se gara dans le garage, prit 3 profondes respirations pour tenter de se calmer et entra par la porte de la cuisine. La maison était silencieuse, à l'exception du son étouffé de la télévision provenant du salon. Amanda était sur le canapé, en pantalon de survêtement et t-shirt ample, les cheveux en chignon désordonné. Elle ressemblait au portrait d'une mère épuisée qui avait passé la journée à s'occuper d'un bébé. Liam dormait paisiblement dans sa poussette à côté d'elle. Amanda tenait son téléphone, riant doucement à quelque chose sur l'écran. Quand elle entendit Kevin entrer, elle leva les yeux, surprise. « Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu avais des réunions jusqu'à 5 heures. » Kevin ne répondit pas tout de suite. Il resta là, à la regarder, la femme qu'il avait épousée, avec qui il avait bâti une vie, eu un enfant, ce bébé qui dormait maintenant innocemment à quelques mètres de là. Il essayait de réconcilier la femme sur le canapé avec la femme sur la photo. Était-elle la même personne? Comment pouvait-elle paraître si normale? Il sortit son téléphone de sa poche, ouvrit la photo que Greg lui avait envoyée et s'approcha du canapé. Sans un mot, il laissa tomber le téléphone sur la table basse, l'écran tourné vers le haut, affichant l'image accablante. « Pourquoi ne me dis-tu pas
Qui sait? Dit Kevin, sa voix étrangement calme. Amanda regarda le téléphone, et Kevin vit le moment exact où elle comprit. Il vit la couleur quitter son visage, ses yeux s'écarquillaient, ses mains se mettre à trembler. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Kevin, je peux t'expliquer. Ces mots, ces maudits mots que prononcent tous les infidèles. Une colère froide se propagea dans la poitrine de Kevin. Alors explique, dit-il en croisant les bras. J'attends. Pendant que je me tue au travail pour faire tourner cette maison, pendant que je suis ici à m'occuper de notre fils pour que tu aies du temps libre, tu prends des déjeuners romantiques avec un autre type. Notre fils a 6 mois, Amanda. 6 mois. Amanda se leva du canapé, les mains tendues dans un geste suppliant. Kevin, ce n'est pas ce que tu penses. C'est juste un collègue, James. Nous travaillons ensemble au département marketing. Il m'aidait à me préparer à retourner au bureau, à me mettre au courant des projets, des changements. Kevin la coupa d'un rire amer. Un collègue qui pose sa main sur la tienne dans un restaurant de luxe. Un collègue avec qui tu t'éclipses pour déjeuner, en mentant à ton mari sur l'endroit où tu te trouves. Mon ami a des photos, Amanda. Pas seulement celle-ci, plusieurs, de différentes semaines. Toujours vous deux, toujours dans ce même restaurant, toujours comme ça. Il reprit son téléphone et fit défiler les autres images que Greg avait envoyées. Chacune était un coup de poignard. Amanda et James riant ensemble. Amanda et James quittant le restaurant côte à côte. Amanda et James sur le parking, lui touchant son bras. Combien de fois? Demanda Kevin. Combien de fois m'as-tu regardé dans les yeux? M'as-tu embrassé? As-tu dormi dans mon lit? Tenu notre fils? Pour ensuite aller le retrouver? Amanda se mit à pleurer, de grosses larmes coulant sur son visage. Kevin, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne t'ai pas trompé. Il ne s'est rien passé entre nous. C'est juste de l'amitié. De l'amitié? Kevin cracha presque le mot. Tu me prends pour un idiot? Tu crois que je ne vois pas la façon dont tu le regardes sur ces photos? La façon dont il te regarde? Mon Dieu, Amanda, vous avez l'air d'un couple. Amanda se laissa retomber sur le canapé, le visage dans les mains, sanglotant. Je me sentais seule, dit-elle entre deux sanglots. Tu étais tellement concentrée sur le bébé, sur la préparation de la chambre, sur le fait d'être le père parfait. Je me sentais invisible. James, lui, il m'écoutait. Il me donnait l'impression que j'étais encore intéressante, que je n'étais pas seulement une mère. Kevin eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. J'étais concentré sur le fait d'être un père parce que nous avions un fils, Amanda. Notre fils. Désolé si je pensais que c'était une priorité. Désolé si je pensais que construire une famille signifiait quelque chose. Il passa une main dans ses cheveux, essayant de garder le contrôle. Et même si j'avais été le pire mari du monde, ça ne te donne pas le droit de faire ça. Es-tu venu me voir? M'as-tu parlé? Non. Tu as choisi de te faufiler avec un autre homme. Amanda essaya de se rapprocher, mais Kevin recula. Il ne s'est encore rien passé, Kevin. Je le jure. On a juste parlé, juste déjeuné ensemble. Je ne t'ai jamais trompé physiquement. Kevin la regarda avec une expression qu'Amanda n'avait jamais vue. Un mélange de mépris et de quelque chose de pire. Une profonde déception. Encore, répéta-t-il. Tu as dit encore, ce qui signifie que tu l'envisageais. Tu pensais à me tromper pendant que je m'occupe de notre fils nouveau-né. As-tu la moindre idée à quel point c'est abject? Il attrapa ses clés de voiture. Je pars.
Je vais rester chez ma mère quelques jours, j'ai besoin de réfléchir. Amanda se leva, désespérée. N'emmène pas Liam, s'il te plaît. Kevin regarda son fils endormi, puis de nouveau Amanda. Je ne l'emmène pas maintenant, mais ne pense pas que ce soit fini. Il sortit, laissant Amanda en larmes dans le salon. Dans les jours qui suivirent, Kevin agit avec une détermination qu'il ne se connaissait pas. Il consulta un avocat spécialisé en divorce, l'un des meilleurs d'Austin en droit de la famille. L'avocat, un homme d'âge mûr nommé Robert Chen, écouta toute l'histoire, examina les photos et secoua la tête. Vous avez un dossier solide. L'infidélité émotionnelle peut être difficile à prouver, mais ces preuves sont très fortes. Il nous en faudra plus. Kevin suivit les conseils de Robert. Il engagea un spécialiste en récupération de données qui accéda à la sauvegarde iCloud d'Amanda. Ce qu'il trouva fut dévastateur. Les messages entre Amanda et James avaient commencé innocemment 3 mois plus tôt, juste après la naissance de Liam. C'était super de te parler aujourd'hui. Ces conversations de bureau me manquent. Mais ils avaient rapidement escaladé. Tu me fais rire comme personne depuis des mois. Je pense à toi quand je devrais penser à d'autres choses. Parfois, je me demande comment les choses auraient été si nous nous étions rencontrés plus tôt. Et puis, le message qui effaça tout doute dans l'esprit de Kevin. Je suis piégé, James. Kevin est un homme bien, mais il n'est pas toi. Je dois attendre le bon moment. Kevin eut l'impression d'avoir reçu une balle. Il lut et relut ce message, cherchant une autre interprétation, mais il n'y en avait aucune. Amanda avait prévu de le quitter. Elle attendait juste le bon moment. Robert Chen, en voyant les messages, sourit presque. Ceci change tout. Elle n'est pas seulement impliquée émotionnellement, elle planifie. Cela montre une intention, une préméditation. Nous allons utiliser ça. Kevin découvrit également, grâce à leur relevé bancaire commun, quelque chose qui lui avait échappé. Amanda avait fait des achats dans des magasins de luxe ces dernières semaines, y compris de la lingerie d'une boutique française que Kevin savait qu'elle n'avait jamais portée avec lui. Il y avait aussi des frais de restaurant chers les jours où elle prétendait se reposer à la maison. Les mensonges étaient plus profonds qu'il ne l'avait imaginé. Mais le véritable tournant se produisit lorsque Robert, dans le cadre de ses vérifications, enquêta sur James. Il s'avéra que James n'était pas un simple collègue célibataire et disponible. Il était marié depuis 8 ans et père de 2 jeunes enfants. Sa femme, Melissa, était une institutrice qui n'avait aucune idée de ce que son mari faisait pendant ses heures de déjeuner. Après mûre réflexion, Kevin prit une décision difficile. Il demanda à Robert de contacter Melissa. Elle méritait de savoir. Ils se rencontrèrent dans un café neutre. Melissa était une femme menue aux cheveux sombres et aux yeux doux, qui devinrent rouges quand Kevin lui montra les preuves. Elle ne pleura pas devant un étranger, mais Kevin vit ses mains trembler en tenant les photos. Merci de me l'avoir dit, fut tout ce qu'elle dit, sa voix stable malgré la douleur évidente. Melissa agit rapidement. Elle confronta James le soir même. Leur dispute fut entendue par les voisins. Mais elle ne s'arrêta pas là. En tant qu'enseignante, elle avait l'habitude des règles et des procédures et savait exactement quoi faire. Elle prit toutes les preuves que Kevin avait partagées, y ajouta ses propres découvertes tirées des messages de James et envoya un courriel officiel aux ressources humaines de l'entreprise technologique où James et Amanda travaillaient.
L'email détaillait une relation inappropriée entre deux employés, y compris l'utilisation des heures de travail pour des rendez-vous personnels et de possibles violations du code de conduite de l'entreprise. L'entreprise prit la plainte au sérieux, très au sérieux. En une semaine, James et Amanda furent convoqués séparément à des entretiens avec les RH. L'entreprise avait une politique stricte contre les relations qui pourraient compromettre l'environnement professionnel ou créer des conflits d'intérêts. Pire encore pour James, il était un superviseur senior, techniquement en position d'autorité sur Amanda dans la hiérarchie de l'entreprise. Cela transformait la relation en une potentielle violation pour abus de pouvoir. James fut licencié après qu'une enquête interne eut révélé qu'il avait utilisé des cartes de crédit d'entreprise pour payer plusieurs déjeuners avec Amanda, les qualifiant faussement de réunions de développement d'équipe. Amanda reçut un avertissement écrit formel et fut placée en période de probation de 90 jours. Tout nouveau faux pas signifierait un licenciement immédiat. Pendant ce temps, la procédure de divorce avançait. Kevin avait emménagé dans un appartement temporaire et se battait pour la garde principale de Liam. Amanda, désespérée, soutenait qu'elle était la mère, qu'elle avait passé les 6 premiers mois à s'occuper du bébé, qu'elle avait un lien spécial. Mais Robert Chen était implacable. Il présenta les messages montrant qu'Amanda considérait le mariage comme une prison et attendait le bon moment pour partir. Il montra les dépenses inexpliquées, les mensonges documentés, le comportement erratique. Lors de l'audience pour la garde provisoire, la juge était une femme aux cheveux gris et à l'expression sévère, nommée Harriet Morrison. Elle écouta les deux parties, examina les preuves, puis regarda directement Amanda. Madame Hartman, vous avez placé une relation extra-conjugale au-dessus de vos responsabilités envers votre fils nouveau-né. Les preuves montrent un schéma clair de tromperie, de malhonnêteté et de manque de respect, non seulement envers votre mariage, mais aussi envers l'intégrité de la famille que vous avez contribué à créer. Elle frappa de son marteau. Garde principale accordée à Monsieur Hartman. Madame Hartman aura des visites supervisées un week-end sur 2 jusqu'à ce qu'elle fasse preuve de stabilité émotionnelle et d'un engagement approprié. Amanda quitta l'audience anéantie. Elle essaya de contacter James, cherchant un peu de réconfort, un signe que tout ce qu'elle avait risqué en valait la peine. Mais James avait changé de numéro, l'avait bloqué sur tous les réseaux sociaux et était retourné auprès de Melissa, implorant son pardon. Melissa le reprit, non par amour, mais pour les enfants, bien que tout le monde sût que leur mariage ne serait plus jamais le même. Pour Amanda, les choses ne firent qu'empirer. 3 mois après l'avertissement, ses performances au travail avaient chuté. Elle arrivait en retard, rendait des projets incomplets, semblait distante et distraite. Elle luttait contre la dépression, la culpabilité et la réalité d'avoir perdu son enfant, son mariage et sa carrière. L'entreprise, n'ayant aucune patience pour les secondes chances, la licencia. Sans emploi, faisant face à des frais de justice et avec une garde limitée, Amanda dut déménager dans un minuscule appartement dans un quartier moins désirable de la ville, partageant le loyer avec une colocataire qu'elle connaissait à peine. 2 ans s'écoulèrent depuis ce mardi fatidique. Kevin avait reconstruit sa vie, brique par brique. Il vendit la maison qu'il avait partagée avec Amanda. Les souvenirs étaient trop douloureux et en acheta une plus petite, plus chaleureuse, parfaite pour lui et Liam. Sa mère l'aidait avec le bébé quand Kevin devait travailler, et lentement, une nouvelle routine s'installa.
Liam devenait un garçon joyeux et en bonne santé qui appelait fièrement Kevin papa. Kevin avait même recommencé à fréquenter quelqu'un. Il ne cherchait pas, mais il avait rencontré une enseignante de maternelle nommée Sophie dans un parc où il emmenait Liam jouer. Sophie était douce, patiente et adorait les enfants. Ils commencèrent doucement, avec des cafés décontractés et de longues conversations. Rien ne pressait. Kevin avait appris à ses dépens que construire quelque chose de vrai prend du temps. Sophie rencontra Liam après 3 mois, et la façon dont le garçon s'illuminait quand elle jouait avec lui sur le sol fut toute la confirmation dont Kevin avait besoin. Il y avait un avenir là. Amanda, en revanche, ne s'était pas remise. Elle avait décroché un poste dans une petite entreprise, gagnant moins de la moitié de son salaire précédent pour des tâches administratives de base qui ne demandaient ni créativité ni responsabilité. Elle voyait Liam une fois par mois, toujours en présence d'un superviseur, toujours dans un cadre neutre et inconfortable. Le garçon, qui avait maintenant 2 ans et demi, préférait manifestement rester avec son père. Quand Amanda essayait de le serrer dans ses bras, il se dégageait, cherchant Kevin du regard. Chaque visite était une torture silencieuse. Elle avait tenté plusieurs fois de contacter Kevin, s'excusant, le suppliant de lui donner une seconde chance, pas nécessairement dans le mariage, mais en tant que coparent, en tant qu'ami. Kevin répondait toujours poliment mais fermement. Amanda, je te souhaite le meilleur, mais ce que tu as fait ne peut être effacé. Liam apprendra la vérité quand il sera plus grand, et je m'assurerai qu'il sache que ses 2 parents l'aiment. Mais toi et moi ne serons jamais plus que des étrangers liés par un fils. C'est toi qui as choisi ça. Un soir, Kevin mettait Liam au lit, lui lisant un livre sur les dinosaures pour la 10e fois de la semaine, quand le garçon leva vers lui ses grands yeux curieux et demanda « Papa, pourquoi maman n'habite pas ici ?» Kevin prit une profonde inspiration. Ils en avaient déjà parlé, mais seulement superficiellement. Parfois, mon grand, les gens font des choix qui blessent les autres. Ta maman a fait des choix qui ont blessé papa, alors nous ne pouvons pas vivre ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Elle a juste fait des erreurs. Les adultes aussi font des erreurs. Liam réfléchit un instant. Est-ce que tu as fait des erreurs, papa? Kevin sourit tristement. Oui, j'en fais encore, mais j'essaie d'apprendre de mes erreurs et j'essaie toujours de faire de mon mieux pour toi. Liam hocha la tête, satisfait, et reporta son attention sur les dinosaures. Kevin observait son fils, ce petit être qui dépendait entièrement de lui, et il ressentit une profonde gratitude d'avoir agi à temps. S'il avait ignoré les signes, s'il avait laissé les choses se dégrader, où en serait-il aujourd'hui? Liam méritait de grandir dans un foyer sincère, même avec un seul parent, plutôt que dans une maison rongée par le mensonge et le ressentiment. Ce soir-là, une fois Liam enfin endormi, Kevin s'assit sur le porche avec une bière, le regard perdu dans les étoiles au-dessus d'Austin. Son téléphone vibra. C'était un message de Sophie. « Je pense à toi. Bonne nuit. » Kevin sourit, chose qu'il faisait rarement 2 ans auparavant. Il répondit par un cœur et reposa son téléphone. La vie ne s'était pas arrêtée, ce fameux mardi. Elle avait simplement emprunté une autre voie. Une voie douloureuse et difficile, certes, mais au final bien plus honnête. Et Kevin Hartman, l'homme qui avait toujours un plan B, comprit que les meilleurs plans sont parfois ceux que l'on élabore après que tout s'est effondré. On déblaye les décombres, on conserve ce qui peut être sauvé et on reconstruit. Brique après brique, jour après jour, câlin après câlin.
Et un jour, on regarde autour de soi et on réalise qu'on a bâti quelque chose de plus solide qu'avant, quelque chose de vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines sorties. À la prochaine!